Transmission, Covid-19, récit de jeunes soignants en temps de crise. Un podcast réalisé par le collectif Derrière la blouse. Dans les derniers épisodes, nous nous sommes immergés dans la crise sanitaire, à travers le regard de soignants. Ils s'engagent dans un système qui peut être défectueux, pour prendre en charge leurs patients. Comment continuer de prodiguer à ces patients des soins et une médecine éthique à l'heure du Covid ? Ce podcast raconte le vécu de ces jeunes et futurs soignants, touchés de près ou de loin par l'épidémie. À travers leurs témoignages, nous vous transmettrons l'expérience de cette génération mobilisée face aux défis d'aujourd'hui. Chapitre 3, partie 2. Être soignant à l'heure du Covid. Les jeunes soignants ont été très nombreux à se mobiliser dans cette crise. Celle-ci marque un tournant dans leur construction, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Parmi eux, de nombreux étudiants en santé sont allés prêter main forte, parfois sur le terrain, parfois à distance. Les formes de leur engagement sont multiples. Nous-mêmes, étudiants, nous réalisons qu'il est difficile de trouver sa place dans un monde en pleine crise. Pas encore professionnel, le rôle que nous pouvons jouer reste indéterminé. Sommes-nous assez expérimentés ? Devons-nous nous engager comme le reste du personnel soignant ? Des sentiments d'impuissance, d'obligation, parfois de dépassement, mais aussi de solidarité. C'est tout ce qu'ont pu ressentir les futurs professionnels de santé que nous sommes allés rencontrer. Parmi eux, Florian, étudiant en 4e année de médecine à Toulouse, s'est déjà engagé comme aide régulateur au SAMU, puis dans la création d'une plateforme dénommée Flatten Covid. Celle-ci offre une veille scientifique sanitaire sur les réseaux sociaux aux professionnels de santé et aux patients, afin de mieux les informer sur la crise en cours. Alors on a créé cette plateforme parce que des urgentistes du CHU ont voulu mettre en place ce type d'information et donc leur idée principale c'était de regrouper les étudiants qui savaient un petit peu faire des sites web, du design mais aussi sur la partie scientifique ceux qui savaient lire des articles, savaient dans le sens qui avaient déjà fait un peu de recherche ou qui s'étaient intéressés à la recherche. Et donc en fait l'idée de cette plateforme c'était de se dire il y a plein de publications qui sortent tous les jours sur le Covid, tous les articles étaient gratuits et c'est vrai qu'il y avait énormément de ressources qui sortaient tous les jours et donc l'idée c'était de regrouper les articles les plus importants pour la clinique qui pouvaient servir les praticiens pour essayer d'en faire des résumés et que ce soit assez rapide. Lire un article c'est plus long quand c'est en anglais, etc. Là l'idée c'était vraiment de faire des fiches de chaque article et de résumer les points importants. L'idée ça a été aussi de résumer les principales recommandations qui étaient déjà assez résumées mais comme ça allait encore plus vite et puis les mettre un petit peu en forme pour que visuellement on voit les points essentiels. Là j'ai parlé de la partie vraiment à destination des praticiens mais le but était également de faire une plateforme à destination des patients et dans la partie à destination des patients on a fait des vidéos qui expliquaient les gestes barrières. Donc c'était dans cette idée de pouvoir aider à regrouper les informations et puis à participer à cet élan collectif. Puis aussi essayer de diffuser au maximum les gestes barrières pour justement essayer de limiter la propagation du virus. Et donc ouais, c'était sympa de voir tous ces étudiants qui voulaient prêter main forte. C'est, je pense, pour ça qu'on s'engage dans les études de santé en général. Puis on est pris dans le quotidien à faire nos stages, nos révisions, etc., etc. Et là, c'était un peu une expérience. C'était une expérience extraordinaire, on va dire, dans le sens tout l'engagement et toute la solidarité qu'on pouvait voir à travers les étudiants en santé toulousains. Il y avait évidemment les étudiants en médecine, mais il y avait également les étudiants en dentaire, en pharmacie, qui se sont portés volontaires pour le SAMU. Et c'était chouette de voir toute cette solidarité. Donc je me suis dit le SAMU va y avoir pas mal de monde, autant que tu aides sur ce projet où il y a peut-être un peu moins de monde mais où tu peux être peut-être plus utile. Puis c'est toujours un projet intéressant de faire de la revue de littérature comme ça. En plus le Covid c'était quelque chose qui m'intéressait puis j'avais pas forcément pris le temps de lire d'articles dessus donc je me suis dit ça sera également l'occasion et donc personnellement c'était une expérience intéressante de travailler entre étudiants comme ça et d'avoir une sorte de responsabilité puisqu'on était finalement lus par des praticiens qui côtoyaient quotidiennement des patients.
Donc ça, c'était intéressant, voilà, d'avoir cette responsabilité, entre guillemets, hein, parce que évidemment, les médecins qui étaient sur le projet relisaient nos résumés, etc., etc., donc on n'était pas seul à avancer. Les étudiants ont pour beaucoup quitté leur terrain de stage, mais la plupart d'entre nous ne sommes ni cliniciens ni épidémiologistes, pourtant nous sommes concernés, informés. Grâce à la coordination entre professionnels et étudiants, Florian a mis ses compétences en recherche au service des autres. Son engagement a été un choix à la fois personnel et valorisant, pour participer à une initiative de vulgarisation et de diffusion d'informations utiles aux médecins et à la société. Si l'engagement peut prendre des formes multiples, elles sont parfois inattendues. Quand les étudiants ont dû se retirer des services hospitaliers, certains ont été réquisitionnés. Mais pour beaucoup d'entre nous, se pose la question d'une mobilisation, ou simplement d'accepter le confinement et de se plonger dans ses études. Luna, que nous avions rencontrée au tout début du confinement, est externe en médecine, mais aussi élue étudiante dans sa faculté. C'est par le prisme de cet engagement qu'elle nous raconte la gestion de la crise. Je suis aussi élue de ma fac. Et finalement, pour l'instant, la crise, je l'ai vécue surtout à travers ce rôle. C'est assez rigolo parce que je me dis, c'est la crise sanitaire et moi, je suis là, dans mon canapé, en jogging toute la journée, soit sur mon ordi, soit sur mon téléphone. Et puis, on discute avec le reste de l'équipe d'élus et on envoie des mails, on envoie des tas de mails aux chefs de service, aux responsables de la fac. Pour la majorité des externes, on leur a demandé de rentrer chez eux parce que le but, c'est pas de contaminer des étudiants inutilement et la consigne a été donnée vraiment que seuls les externes qui étaient vraiment indispensables au fonctionnement du service restent. Au début, je me disais, finalement, en période de révision, ça va pas changer grand-chose. De toute façon, il faut que j'apprenne mes bouquins, je suis à la bourre, ça me laissera du temps. Ça, c'est ce que je me disais. Et en fait, c'est pas évident parce que quand tu te mets à ton bureau, t'as que ça à faire de réviser. Mais tu te dis merde, c'est grave ce qui se passe dehors et puis moi je suis là en pyjama, chez moi, mais je veux aider quoi. Enfin, je veux me rendre utile et puis tu sais pas comment faire. C'est impossible de se concentrer dans ces circonstances-là. Puis on est sur le qui-vive tout le temps, on reste vigilant au cas où il y aurait une nouvelle info qui arriverait, un truc qui changerait la donne, un truc qui te dise on a besoin de toi à l'hôpital. C'est difficile d'être efficace et de garder la tête dans les bouquins, mais je trouve que c'est important de continuer d'apprendre malgré tout. Faut pas se culpabiliser aussi. Si on est chez soi parce que c'est là qu'on est le plus utile, ben c'est comme ça. On a le droit d'avoir peur de pas avoir le temps de bosser parce qu'on a été conditionné pour penser comme ça. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut préparer l'examen, être à fond pour le concours et qu'il faut penser qu'à ça. Alors ben c'est normal qu'on puisse pas changer de mode de pensée du jour au lendemain. Et puis ça veut pas dire qu'on est fondamentalement mauvais et qu'on s'en fout en fait. Ça veut juste dire que voilà, c'est comme ça. On a le droit d'avoir peur aussi. On a le droit de s'inquiéter pour soi, pour ses proches. Et puis, c'est difficile d'être passif. Je crois que c'est peut-être ce qui est plus dur dans cette situation, c'est d'être passif et de pas savoir quoi faire. Tous les soirs sur notre conversation d'élus, on se disait bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures. C'était un peu pour rire, mais aussi pour se donner du courage. Et d'abord, on a essayé de faire le point sur les stages qui étaient fermés aux externes, parce qu'on n'avait pas d'informations officielles sur la présence des externes en stage. Le lendemain, on recensait les personnes qui étaient volontaires pour des missions dont on connaissait même pas les conditions. On ne savait pas quelle mission serait nécessaire, quels seraient les besoins à l'hôpital. On ne savait pas quels seraient les horaires, quand est-ce que ce serait. En fait, on n'avait aucune info, mais on s'est dit, il vaut mieux être proactif, pouvoir proposer une liste de volontaires, plutôt que des étudiants pour qui c'est plus difficile se le fassent imposer. Enfin bon, on essaie vraiment d'être réactif. On essaie de communiquer du mieux qu'on peut, dans la limite des infos qu'on a aux étudiants. Parce que je pense que le pire dans cette situation, c'est vraiment le silence, quoi. C'est d'être dans le flou. On a pu discuter avec la fac et les responsables du CHU pour essayer de préparer au mieux la mobilisation, anticiper les volontaires, pour éviter aussi que cette mobilisation elle soit inéquitable, qu'il y en ait qui s'épuisent et qu'il y en ait qui restent chez eux. C'était un peu comme assembler des pièces d'un puzzle. Et puis en plus, on se rend compte que tout le monde est perdu, mais que tout le monde veut bien faire. Que ce soit la fac, que ce soit le CHU ou que ce soit les étudiants, on essaie vraiment de s'écouter les uns les autres et on est vraiment inclus dans la préparation de cette mobilisation-là. C'est quelque chose qui est vraiment important. En tout cas, les étudiants, ils sont ultra réactifs. Quand on poste un sondage pour savoir qui est volontaire, on a 400 réponses en 2 heures.
Et tout le monde veut vraiment aider, même ceux pour qui c'est pas évident. En fait, les étudiants, ils s'engagent massivement et ça, c'est galvanisant, vraiment. On voit un entrain, on se prépare tous et on essaie d'être prêts ensemble. Et ça, c'est beau, quand même. Une fois de plus, l'engagement auprès des autres dans la crise ne se déroule pas au lit du patient, mais dans la gestion des ressources humaines. Avec le travail des étudiants, les systèmes de soins ont pu coordonner les mobilisations des centaines d'étudiants volontaires. En étant confinés chez soi, loin de la crise, on peut faire face à un sentiment d'inutilité, voire de culpabilité. Pourtant, Luna insiste. Se mobiliser reste un choix personnel. En tant qu'étudiants, nous pouvons participer de près, de loin, mais nous ne sommes pas encore ceux sur qui le système doit se reposer. Nous avons le droit de rester chez nous et de continuer à apprendre. C'est difficile de trouver sa place lorsqu'on n'est pas encore professionnel. C'est ce que nous racontent Elodie, Tiffaine et Aurélia. Toutes trois en dernière année de leur formation d'ergothérapie, elles ont dû arrêter leur stage. 2 d'entre elles ont été réquisitionnées dans des EHPAD. Nous avons discuté avec elles de leur place dans la crise en tant qu'étudiantes et surtout futures ergothérapeutes. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans stage. On a eu l'impression d'abandonner les patients. Parfois, on n'a même pas eu le temps de leur dire au revoir. Tout ce qu'on avait comme projet se sont un peu retrouvés balayés. Ça s'est précipité très vite. Et après plusieurs jours d'incertitude, au final, c'est ce qui a été le plus stressant. Je dirais qu'il y a 2 regards sur nous. En tout cas, au début du Covid, avant le confinement, à la fois on peut nous voir comme plus des obstacles dans le sens où on va augmenter la contamination, et en même temps, d'autres professionnels nous font comprendre qu'on est très utile sur le terrain, même si les équipes ne sont pas débordées, ce qui était le cas pour moi, parce qu'on est utile, donc ceux qui sont encore en stage, pour favoriser soit la continuité des soins, donc en tant que futur professionnel en fait, ou alors en tant que vecteur de bien-être. Là, je pense aux résidents, parce que j'étais en EHPAD. On essaye quand même, malgré les mesures de confinement, de les aider le plus possible au niveau de leur bien-être. Après, du côté professionnel, moi, jusqu'à ce que je sois en renfort, je me sentais un peu impuissante aussi. Voilà, on était en stage et on nous a tout arrêté, alors qu'on pense on pense qu'on pourrait apporter quelque chose aussi, quoi. Et en étant soignant, c'est compliqué de se dire qu'il y a une crise et qu'on peut pas participer. Donc pour moi, j'avais pas peur, c'était plus pour ma famille où au début, j'ai eu des réactions un peu ambivalentes, c'est-à-dire qu'ils étaient très fiers de moi, que je me porte volontaire, que je puisse aider, et d'un autre côté, ils avaient peur que je puisse leur ramener le virus à la maison, quoi. J'ai été réquisitionnée la première semaine de confinement. On n'avait pas de masque, enfin il n'y en avait pas disponible et on n'avait pas à en mettre. Donc j'étais un peu perplexe par rapport à moi-même, j'avais peur de contaminer les résidents. Même si je faisais très attention aux précautions au contact, les distances de sécurité sont très dures à respecter, je trouve, en EHPAD. En tout cas pour les missions qu'on avait, à savoir la relation aux résidents. Et même quand j'essayais de respecter les distances, en fait, naturellement, les résidents allaient chercher ma main pour marcher avec eux. Au niveau des 1 mètre, quand je parlais, j'avais peur d'être malade et de les contaminer. La deuxième semaine, donc, on avait des masques, et là, ça me rassurait plus. Moi, j'ai pas eu la partie où ils avaient peur que je les contamine. En fait, je me suis portée volontaire pour un renfort, donc j'ai été mis en contact avec une structure qui demandait quelqu'un qui venait en renfort. Donc ils ont été très très contents de ma venue. Après, j'ai pas fait vraiment de l'ergothérapie parce qu'ils avaient des missions. En plus, j'étais dans une EHPAD où ils ont jamais eu d'ergothérapeute dans la campagne, où du coup notre profession, ils la connaissent pas. Donc j'avais des missions où c'était plutôt aider l'équipe pour le service des repas, aider les personnes à la prise des repas lorsqu'elles sont dépendantes et accompagner les résidents aussi à l'extérieur parce que du coup ils sont confinés en chambre et moralement c'est très compliqué. J'ai été très acceptée, très accueillie, j'ai été remerciée presque tous les jours je crois. Et ce qu'ils m'ont dit c'est que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui venait et qui apportait un peu de joie dans ce moment où tous les résidents sont un peu déprimés. Pour compléter Tiffaine, je crois que c'est ça qui est très important aujourd'hui dans les EHPAD, et c'est aussi pour ça qu'on nous a parfois missionnés. Enfin, moi, j'ai en tout cas apprécié ce réquisitionnement pour favoriser les liens avec les résidents. Et ça a encore plus mis en valeur la relation thérapeutique qui est très importante. Et avec ce public, de façon générale, je savais que... Mais là, pendant le confinement, on voit vraiment les répercussions des angoisses qui sont générées par le confinement ou l'isolement. C'est bien en tant que futur professionnel, sauf que concrètement, il y a aussi nos droits d'étudiants
et nos droits en tant que personne, que je sois obligée d'y aller et que ça me saoule pas du tout parce qu'au contraire, justement, j'aime bien les personnes âgées, mais c'est juste ambivalent comme sentiment d'être à la fois obligée et de vouloir, enfin, de prendre le plus possible en soin. Moi, j'ai pas été rappelée en renfort ou réquisitionnée, alors je pense que ça va dépendre pour qui. Certains ont envie de faire des choses et ça va dépendre de pourquoi on est appelé et est-ce que ça va correspondre à notre savoir et notre savoir-faire. Parce que des fois, on est appelé pour des choses qui ont rien à voir avec ce qu'on fait habituellement quand on a notre casquette de soignant. Est-ce qu'il y en a qui vont accepter de faire du ménage, par exemple, mais ceci dit, on est quand même utile à faire du ménage, alors il faut saisir l'opportunité de ce confinement, que ce soit si on est mobilisé, de prendre tout ce que ça a à nous offrir en tant qu'étudiant et si on est confiné à la maison, essayer de se recentrer sur soi et sur ses occupations au quotidien. Essayer de le prendre positivement. Moi, je pense que c'est à la volonté de chacun. On a une place à jouer, mais on n'a pas à nous forcer à jouer cette place. C'est-à-dire que si on va intervenir dans les lieux où il y a le Covid, on prend un risque pour nous, on prend un risque pour nos proches. Et on est étudiant, on n'est pas professionnel, donc ça veut dire qu'on n'est pas payé. Enfin, nous, dans notre cas, quand on est en renfort, on n'a pas le salaire comme peuvent l'avoir les infirmiers ou comme ça. On ne donne que nos indemnités de stage, donc je trouve que ça dépend de la volonté des personnes et pas... Voilà, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas encore professionnel. Je me sens pas concernée par les applaudissements et tout ça. Enfin, je me sens pas professionnelle. C'est assez paradoxal, mais cette certaine héroïsation, je pense pas qu'elle est forcément positive. Parce que les soignants, ils ont toujours été mobilisés avant. L'hôpital, il était déjà en crise avant. Mais moi, c'est pareil, je me sens pas concernée par les applaudissements. Enfin, j'ai pas intervenu longtemps sur le terrain. Puis en plus, de toute façon, je suis à la campagne, donc je les entends pas, les applaudissements, et voilà. Nous, en tant qu'Argo, on voit ce qu'on peut apporter, mais étant donné qu'on est très peu connus et très peu reconnus, étant donné qu'on n'est pas les premiers mobilisés, je pense qu'en ce moment, les gens ne voient pas trop ce qu'on peut apporter aussi. Je pense qu'on aura vraiment un rôle à jouer après la crise, quand il va y avoir toute la rééducation et les retours à domicile. Ces étudiantes se sont mobilisées mais pourtant restent critiques sur la place qu'on leur a accordée. Être réquisitionné, oui, mais pour quelle tâche et à quel prix ? Peut-on travailler dans le domaine médico-social sous quelconque forme de contrainte ? Et comment se trouver légitime face aux applaudissements de 20 heures quand on n'est pas un corps tout à fait professionnel ? En palliant au manquement du système, en s'engageant auprès des autres soignants pour faire face à la crise, c'est aussi notre avenir professionnel que nous découvrons dans une autre perspective. Alors vient l'envie de faire évoluer le système de soins et de se projeter dans de nouvelles pratiques. Émilie, qui s'est engagée comme aide-soignante, fait le bilan de son expérience dans une unité Covid. Je pense que le Covid, ça a chamboulé beaucoup de choses chez moi, des croyances, mais aussi des idées en fait que j'avais sur la médecine. Je dirais que d'abord, il y a eu cette rencontre en fait avec l'impuissance. Je sortais d'un stage où on avait eu beaucoup de patients qui décédaient de cancer. J'avais vu ce que c'était déjà d'annoncer une maladie grave à un patient et de savoir que dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, il allait mourir. Mais à aucun moment, on allait manquer de moyens pour soigner, quoi. Et le jour où le chef de service a annoncé qu'on allait fermer nos unités pour ouvrir des unités Covid à la place, c'était terrible. Moi, j'avais les larmes aux yeux, j'avais la boule au ventre. Tu vois, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on vont aller nos patients? On parlait de fermer les unités de soins palliatifs, on parlait de places en réa qui s'amenuisaient, on parlait de surblouses qui manquaient. Et en fait, on se sentait mais tellement en colère et tellement impuissant. Au-delà de ça, nous, à côté, on devait continuer de travailler, d'ouvrir nos collèges. Ça paraissait mais tellement irréel, quoi. C'est ça, c'est d'apprendre une médecine hyper pointue et d'être dans l'incapacité de l'appliquer sur le terrain. Et en fait, moi, dans la tête, j'avais une citation d'Albert Jacquard, un généticien qui avait eu 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale et qui préparait en même temps le concours de Polytechnique. Et il avait dit après qu'il s'était senti comme un passager de l'histoire, comme si le conflit se déroulait au loin et que finalement, à cause de ces concours, il n'avait pas pensé un seul instant à s'engager. Et moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que si j'avais été en 5e année ou en 6e année, est-ce que je serais allée aider malgré le concours de l'internat ? Je sais pas. Paradoxalement, j'ai eu l'impression d'apprendre tellement de la vraie vie pendant le Covid. Tu vois, quand on est projeté
être soignante ou infirmière du jour au lendemain, bah, il faut réussir à dépasser ses peurs, à serrer les dents, à se prendre par la main. Alors, pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment, responsable de mes patients. J'ai travaillé au mieux pour leur offrir les meilleurs soins possibles. Alors, j'essayais vraiment de faire de mon mieux pour discuter avec eux, pour leur remonter le moral et enfin, c'est hyper dur d'avoir des patients en fin de vie qui meurent seuls et ça, c'est un truc, j'ai pas réussi à m'y faire, quoi. Enfin, à un moment, c'était au tout début de l'épidémie, j'ai dit au revoir à une de mes patientes, qui partait en unité de soins palliatifs et elle a commencé à pleurer et elle m'a dit: «Mais est-ce que je vais mourir seule? Est-ce que ma fille pourra venir me voir?» Et moi, je savais pas parce que, bah, on était au début du covid et on savait que les visites étaient interdites dans les services et moi, j'ai pas pu répondre et plusieurs fois, tu vois, j'ai des patients, bah, ouais, qui m'ont attrapé la main et franchement, c'était un des plus beaux moments, d'humanité que moi j'ai vécu pendant ces 6 années d'études de médecine. Et puis, tu vois, au-delà de ça, enfin, il y a eu aussi les rencontres, avec les équipes, paramédicales. Enfin, on comprenait vraiment ce que ça faisait d'être de l'autre côté, quoi. Et puis, il y avait aussi, enfin, pour compenser, bah, tous les fous rires, qu'on avait dans le poste de soins, autour des plats qu'on nous apportait. J'ai jamais mangé autant de plats fauchons de toute ma vie et franchement, je pense sincèrement que, bah, cette expérience, elle nous aura, mais tous, hein, rendus moins cons et plus solidaires. Et puis, tu vois, l'autonomie, c'était franchement pas désagréable, hein. Pendant 2 mois, en fait, j'ai disposé de mon temps entre 3 jours, que je passais, en tant qu'aide-soignante et le reste, bah, je l'ai dédié à faire des gardes de chirurgie, parce qu'au départ, c'était juste que je voulais avoir des raisons de sortir de chez moi, hein et en fait, ben, j'ai découvert vraiment les spécialités chirurgicales et j'en faisais autant que j'en voulais et j'étais libre, quoi et il y avait personne pour nous infantiliser, personne pour nous dire ce qu'on devait faire ou je sais pas, nous forcer à émarger le matin, hein, parce que c'est comme ça dans certains stages. Et moi, j'ai passé des heures quoi, à discuter avec les chefs, à poser des questions. J'ai appris à instrumenter au bloc et ça, j'étais la seule externe. Donc, et ça a vraiment fait émerger en moi une vraie vocation pour la chire. Et c'est des moments que j'oublierai jamais, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est ça la plus belle rencontre que j'ai faite pendant le Covid, c'est la rencontre avec la médecine. Parce que c'était loin de la pression hospitalière hiérarchique, c'était loin de l'élitisme, de la compétition, de l'ECN, je sais pas, des partiels, des plans de carrière avec lesquels on nous bassine depuis la 2e année. Et souvent, je me demande ce qui va rester de tout ça. Et pour ma part, je sais que je me fais plus confiance, j'appréhende moins l'internat et je vois aussi différemment mes études. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire plus tard, mais maintenant, je sais que je vais être médecin et je crois que c'est déjà pas si mal. Les crises sont cycliques, nous rappelle Émilie. Inscrits dans la petite et dans la grande histoire, ces moments de vie marquent une rupture dans l'expérience de ces jeunes soignants, dont l'identité professionnelle n'est pas encore définie. Et c'est dans la crise, dans le chamboulement du système et de ses contraintes, que peuvent se révéler des vocations, pour peut-être s'y découvrir. Il faut retenir qu'ils ne sont pas encore experts de leur métier. Ils sont comme d'autres soignants, ils doivent dépasser leur appréhension, leur peur, afin de mettre leurs propres compétences au service d'un système parfois défaillant. Donc ces professionnels de demain, c'est-à-dire nous, on fait face avec tous les autres au manque de préparation, à l'attente de la vague épidémique, à la gestion de crise, à la pénurie de matériel et à cette médecine, parfois un peu dépourvue. Face à nous-mêmes, on y trouve une place, mais d'autres préfèrent rester en retrait. Cette crise marque aussi un tournant dans la construction personnelle de beaucoup d'étudiants. Il s'agira maintenant de prendre le temps pour verbaliser, comprendre et appréhender toutes ces expériences, qu'elles fassent sens dans le parcours sinueux des études de santé. À travers ce regard, c'est le regard d'une génération qui est marquée par son époque et qui se questionne. Quel avenir pour l'hôpital ? Quel avenir pour la médecine ? Et quel avenir pour ces jeunes soignants plongés dans les tourments d'une crise économique, politique et sociale ? Les applaudissements de 20 heures qui résonnaient sous les fenêtres appartiennent déjà aux traditions du passé. Fallait-il ériger les soignants en héros, pourtant maintenant silencieux ? Nous n'oublierons pas le manque de protection, l'épuisement des équipes et aussi les indemnités payées au lance-pierre. Mais heureusement, la solidarité, les rencontres pour faire face à l'impuissance et à la solitude. À travers les réformes du système de santé que l'on essaye de faire venir, c'est d'abord notre futur qu'il reste à écrire. Et donc pour tout ça, pour nous, étudiants, merci à tous ceux qui ont bien voulu témoigner. Ce podcast est pour vous et pour les générations futures.
pour qu'un jour on puisse se souvenir de ces 2 mois de l'année 2020 et des mois qui ont suivi, et pour qu'un jour on puisse transmettre à ceux qui nous succéderont. Donc voilà, le Covid-19, c'était ça.